Bonjour et bienvenue dans Cap ou pas Cap, l'émission de ceux qui relèvent des défis. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Christophe Desproges. Bonjour Christophe. Bonjour Julienne. Comment est-ce que tu vas? Plutôt pas mal, enrhumé, mais ça va. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui? Alors, Christophe Desproges, donc je travaille dans une grosse entreprise qui commence par M, qui finit par T dans l'IT. Microsoft? Ouais, c'est un peu ça. Ça fait 22 ans, où je suis plutôt heureux. Je suis papa de 2 jeunes filles, Ava qui va avoir 11 ans, un peu neuroatypique. Lola, sa grande sœur qui a 19 ans, donc une ado en 2026. Voilà, Avec tout ce que ça comporte? avec tout ce que ça comporte. Mariée avec Karine depuis... On s'est mariés en 2011, donc ça fait 15 ans. On est ensemble depuis beaucoup plus longtemps, on s'est rencontrés à l'étranger. Et voilà, donc j'habite en région parisienne. Et puis, donc toujours chez Microsoft, depuis 22 ans. J'ai fait pas mal de jobs. Aujourd'hui, je suis plus dans la formation, dans les équipes de Learning and Development, méthode à l'américaine. Et j'ai effectivement beaucoup d'engagement associatif, dont je crois qu'on va discuter. Ouais. Exactement, on va en reparler. Mais du coup, tu ne fais pas que ça chez Microsoft aujourd'hui. Tu as d'autres activités. J'ai pas mal de casquettes chez Microsoft. Donc, je suis effectivement dans les équipes de formation, d'accord, pour une entité de à peu près 15 ou 16 000 personnes. Donc, c'est une grosse entité au niveau monde. Je ne reporte pas à la filiale française, mais je travaille, évidemment, je suis basé en France. J'ai plusieurs casquettes. J'ai une casquette notamment, chez nous, on a des communautés, on appelle ça des Employee Resource Group, d'accord. Tu as la communauté, par exemple, nous on l'appelle mixité, mais c'est les femmes, on a handicap, etc. Donc moi, je suis le co-lead de tout ce qui est handicap, parce que je suis aussi, ça se voit pas bien, mais j'ai un handicap invisible, c'est-à-dire que je suis sourd-appareillé depuis quelques années. J'ai une RQTH, donc une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Donc je fais ça, je travaille aussi sur la santé mentale, ça c'est un petit peu à l'extérieur, mais je l'intègre aussi dans ce que je fais. Et puis, je suis aussi au CSE, mais ça c'est autre chose. Mais ouais, je suis pas mal engagé. Ouais. Et justement, sur le sujet de santé mentale, on va y revenir, mais quel a été ton parcours chez Microsoft? Et puis, qu'est-ce qui a été à un moment donné l'élément qui a déclenché tout ce que tu fais aujourd'hui, notamment lié à la santé mentale? Alors, j'ai dit que ça faisait 22 ans que j'étais dans la boîte. Il y a une douzaine d'années, j'avais un job qui était plutôt chouette, où je gérais des prestataires, un petit peu à l'étranger, qui supportaient un de nos produits. J'avais un manager américain qui s'appelait Eric White, qui était l'archétype américain, mais qui était aussi, à côté de ça, très, voilà, très dans l'ouverture. Moi qui m'avais dit la première fois, je veux que tu m'apprennes à sortir un petit peu de mon One American Centric, très très américain. C'est quelqu'un qui était à l'époque jamais sorti même de l'État d'où il était né, pour donner une idée. Donc quelqu'un qui nous donnait beaucoup de responsabilités, beaucoup d'autonomie. On avait un boulot passionnant. On avait créé quelque chose from scratch, à partir de rien du tout. Et j'avais des collègues au Japon, j'avais des collègues en Chine, etc. J'allais régulièrement aux États-Unis, donc tout se passait super bien. Et puis un jour, il est arrivé en me disant que d'une part, qu'il quittait l'entreprise. Donc c'était un petit peu... J'en ai rigolé sur le coup parce qu'il allait en plus à la concurrence. Et puis très rapidement, il m'a dit, écoute, l'autre chose que j'ai à te dire, c'est que notre organisation en fait est démantelée. On va retrouver une autre organisation et tu vas évidemment changer de manager. Donc sur le coup, j'ai pas trop absorbé, enfin j'ai pas trop percuté. Et puis je crois qu'un ou 2 mois après, il est parti. On est toujours resté en contact, depuis ce temps-là, on est toujours en contact. Il est parti, je me suis retrouvé effectivement dans une autre organisation qui était mon ancienne organisation, finalement, mais qui en quelques années avait beaucoup changé. Les personnes n'étaient plus les mêmes non plus. Et je me suis retrouvé avec un nouveau manager, donc qui n'était plus américain mais qui était anglais, que je connaissais un tout petit peu, que j'ai rencontré en Angleterre. Et là, on était passé du tout au tout. C'est-à-dire que c'était un manager qui était plus du tout dans l'autonomie, qui était super intéressant dans la mesure où il m'a appris beaucoup de choses sur le développement personnel, par exemple. Quelque chose qui a d'ailleurs été salvateur, on en parlera après, mais il m'a fait découvrir les TED Talks. Ces fameuses choses qui, pour moi, c'est assez génial. Mais c'était quelqu'un qui était aussi très disruptif, qui te mettait dans une salle et qui te faisait écouter 1 heure d'émission de Simon Sinek, je ne sais pas si tu connais, et qui te disait, bon, je veux que tu t'inspires de ça et puis on en parle après. Donc, c'était pas trop la façon
d'opérer un peu classique. Pas franchement. C'était même quelqu'un qui disait, si demain tu as besoin de vacances, tant que ton boulot est fait, bah, tu pourras aller en vacances, alors que c'était hors process. Enfin bon, il y a des règles, hein, surtout en France. Et évidemment, moi, comme je me suis retrouvé dans son équipe, en fait, j'étais intégré à son équipe. Lui, il avait déjà en fait une équipe qui était avec lui en Angleterre, c'était des gens qui étaient assis à côté de lui, qui se côtoyaient depuis des années, qui avaient évolué dans l'entreprise ensemble. Et moi, on était deux en fait qui avaient été absorbés dans la réorganisation, un collègue turc et moi-même. Donc nous, on était les deux à l'étranger, et ce qui faisait qu'il y avait déjà cette différenciation entre les personnes qui étaient concrètement assises à côté de lui tous les jours, qui sortaient après boire un coup, etc., surtout en Angleterre, qui allaient boire une bière au pub, etc., qui partaient en vacances ensemble, etc., et puis nous qui étions à l'étranger. Donc dès le départ, de toute façon, il y a eu voilà, une distinction vraiment, vraiment très proche. Et puis comme j'adhérais pas forcément à sa méthode de travail, il estimait que je faisais probablement pas le boulot qu'il souhaitait. Il est très vite devenu ce que moi j'ai appelé, alors peut-être à tort, mais un micromanager. Oui. Hein, Très, très présent. très 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 présent, à contrôler mes fichiers Excel, Mhm. à reprocher le fait que j'avais deux décimales, etc., parce que ça complexifiait la visualisation des données. Il m'a reproché régulièrement que mes mails n'avaient ni queue ni tête et qu'on les lisait, qu'on ne comprenait pas ce que je disais ou ce que je demandais, tu sais, le fameux pourquoi de Simon Sinek par exemple. Et jusqu'au moment où quelqu'un qui était assis à côté de lui m'a dit: Christophe, si ça ne te gêne pas, j'aimerais bien relire tes emails avant que tu les envoies. Donc quand tu es déjà dans une entreprise comme ça depuis 10 ans, que tu as quand même une crédibilité, que tu as montré ce que tu savais Oui. faire, ça a commencé à être un petit peu. J'ai commencé à glisser sur une pente qui m'a mené plusieurs années après vers le burn-out. Mais voilà, ça a été le point déclencheur en fait. Donc toute cette partie le changement et puis d'un seul coup un comportement en tout cas managérial qui a été sur oui, micromanagement et qui par son approche était toxique. Hein, Je l'ai interprété comme ça après. Hein, effectivement, j'avais avant quelqu'un qui me laissait faire, et puis là j'ai quelqu'un qui, à l'inverse, me disait ce que je devais faire. Encore une fois, j'avais certainement des torts, mais ça a été très très dur à appréhender. Ouais. Et tu parles du coup de burn-out. Comment ça s'est passé? Alors, si tu veux, à partir du moment où j'ai intégré cette équipe, donc il a fallu que déjà je m'acclimate à l'équipe, hein, et puis à mon nouveau job, parce que mon job avait changé un petit peu. C'était aussi une époque où je voyageais toutes les semaines. J'allais voir des prestataires, on changeait de prestataire, on accueillait de nouveaux prestataires, etc. Donc, même si c'était des voyages en Europe, c'était pas non plus, il n'y avait pas de décalage horaire, etc. Mais tout ce que ça comporte, hein, les voyages en taxi, les attentes dans l'aéroport, les grèves de contrôleurs aériens, les nuits dans les hôtels, les soirées où on finit un peu tard avec les prestataires, ou enfin, manger au restaurant, etc., etc. Donc, il y a une fatigue qui s'est installée de facto. Et puis, comme il y avait commençait à y avoir ce stress qui grandissait, hein, parce qu'à chaque fois que je devais envoyer un email, il fallait que quelqu'un me contrôle. À chaque fois que je disais quelque chose qui n'était pas bien, on me le reprochait, etc. Ou des fois, on ne me le reprochait pas, mais c'était pas très direct, comme c'était le cas avec mon manager américain avant. Et donc, j'ai commencé à pas bien dormir. Alors moi, m'endormir, ça n'a jamais vraiment été un problème, mais c'était des vraies insomnies en pleine nuit, 3-4 heures du matin. Et puis pas une fois comme ça, c'était toutes les nuits. Donc tu travailles le matin, tu es encore plus fatigué. Hein, c'est une fatigabilité vraiment accrue. J'ai commencé à avoir des maux MAUX de partout, hein, des douleurs, alors très typiques, hein, des douleurs cervicales, des douleurs gastriques, énormément. Concrètement, j'allais voir mon médecin toutes les semaines. Alors un coup c'était le ventre, un coup c'était les cervicales. Moi j'ai des problèmes ORL depuis tout petit, j'ai des dérèglements au niveau du nez, trompe de Stache, etc. Et c'était une époque où le stress en fait générait de la pression dans ma trompe de Stache, et c'est un petit peu comme quand on prend l'avion, hein, qu'on a les oreilles qui bourdonnent là. Moi j'avais ça 24 heures sur 24. Donc j'avais des traitements antibiotiques, cortisone, aérosol. Ça, il se passe, bon, rien n'arrivait à résoudre les problématiques, mais ça empirait, ça empirait, ça empirait, ça empirait. Et puis tout ça sur plusieurs mois. Hein, c'est ce qu'il faut comprendre. Le burn-out, c'est un processus.
hein, alors oui, on parle de burn-out le jour où effectivement Oui. on tombe, hein, où on s'effondre, hein, où le corps ne répond plus, mais il y a des phases annonciatrices, c'est ce qu'on appelle les signaux faibles, hein, pendant cette phase de burn-in. Et ça a duré un certain temps, j'en ai pas parlé. Alors les gens qui me côtoyaient voyaient bien que ça n'allait pas, hein. Ma femme me l'a dit plus tard, elle ne me reconnaissait pas. Je criais très facilement, j'étais très irritable. Mhm. J'étais fatigué, donc énervé. C'est un cercle vicieux, hein. Tu dors pas bien, donc tu es fatigué. Tu travailles pas bien au travail. Je commençais à avoir des problèmes de concentration. Donc je faisais des erreurs aussi au niveau du travail qui auraient pu être rédhibitoires. Et puis potentiellement des retards. Et puis voilà, il y a des choses que je ne supportais plus. Mais je m'en apercevais, moi, pas forcément. Par contre, il y a eu un moment donné où je l'ai dit à mon manager, hein, de l'époque, je commençais à pleurer devant mon écran. En pleine réunion, je coupais l'écran parce que je pleurais. Donc je lui ai dit plusieurs fois et puis il m'a pas vraiment écouté. C'est-à-dire qu'il m'a dit, allez, c'est pas grave, ça ira mieux demain. C'est le fameux, c'était un homme, ça ira mieux demain, alors à la méthode anglaise. Et je le blâme pas là-dessus parce que je me rappelle le week-end avant d'être vraiment tombé, j'en ai parlé à mes meilleurs amis et qui, eux, n'ont pas non plus compris ce qui se passait, ce qui n'était pas non plus illogique, hein, et qui m'ont dit, allez, on va faire la fête, lundi, on va faire une bonne fête, on va faire un peu de musique parce qu'on est tous un peu des musiciens, des chanteurs et tout, et puis lundi, ça ira mieux. Et sauf que le mardi, finalement, j'ai craqué. Ça s'est retranscrit comment, toi, ton craquage? Alors, après une nuit de plus où j'avais pas bien dormi, hein, à l'époque, j'avais une petite Ava donc, qui avait 1 an. Donc, je l'emmène chez sa nounou, donc j'avais pas bien dormi. C'était pour moi une journée importante parce que j'avais ce qu'on appelle chez nous le skip level, l'entretien de skip level, c'est avec le N+2. Mhm. D'accord? C'est une fois par an où on faisait un état du boulot, de ce que je faisais, etc. Donc, je savais que j'avais un petit peu de pression. C'est pas quelqu'un que je parlais régulièrement quand même. Et ce matin-là, j'ai déposé ma fille chez la nounou, à pied, comme d'habitude. Je suis rentré à la maison, donc j'ai la chance, et puis il y a 10 ans, je faisais déjà du télétravail, moi. J'avais un bureau. J'allume mon ordinateur et je vais pour taper un email. Et là, finalement, mes doigts sont restés bloqués sur l'écran, enfin, pardon, sur le clavier. Je savais évidemment ce que je devais écrire, mais j'ai pas réussi à l'écrire cet email. Donc, il y a eu, alors c'est il y a 10 ans, je ne me rappelle pas exactement comment ça s'est passé, mais concrètement, j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Ma réponse a été de faire mon sac, parce que je devais aller au bureau de toute façon à Paris. Donc j'ai fait mon sac. Ce qui a été quand même pas mal, c'est que j'ai pris le train et non pas la voiture déjà. Mhm. C'était plutôt, parce que je ne sais pas ce qui aurait pu se passer. Je suis arrivé au bureau, donc j'étais de toute façon dans un vrai état de nervosité. Déjà la veille, j'avais eu une petite crise au bureau, j'ai un peu explosé pour des pacotilles. Et je me suis retrouvé dans une salle, j'ai déclenché, on a commencé la discussion en visio. En fait, elle m'a simplement dit bonjour en français parce qu'elle parlait très bien français, même si c'était néerlandaise. Et en fait, j'ai jamais réussi à lui répondre. J'ai explosé en sanglots direct. Donc, c'est quelqu'un qui était très humain et qui n'a pas compris, qui m'a posé des questions. J'ai pas su répondre. De toute façon, je crois que j'ai pas parlé. C'est le souvenir que j'ai pas parlé. Alors elle m'a dit, écoute, je sais pas ce qui se passe, mais range tes affaires, rentre chez toi, appelle ton médecin, appelle un psychologue du travail. Nous, dans notre boîte, on a ça. Et puis, tu nous tiens au courant. J'ai traversé l'open space en pleurs, toujours. Euh, des gens m'ont croisé, m'ont essayé de m'en parler. Alors moi, je ne me rappelle pas, hein. Ça, ils me l'ont dit après, quelques mois après. Et puis, je me rappelle par contre être face au bâtiment, avec le logo de la boîte, appeler ma femme pour la prévenir, mes parents, appeler mon médecin. Et puis, je suis rentré chez moi. Et pour te donner une idée de l'état dans lequel j'étais au niveau surtout du cognitif, et j'étais complètement paumé, je me suis trompé de train. Mm. Pourtant, c'est quelque chose que je faisais très, très régulièrement. Je suis arrivé chez moi, donc de toute façon, j'étais vraiment pas bien. De mémoire, j'ai eu le rendez-vous le lendemain matin avec mon médecin. Et pareil, il me dit, Christophe, qu'est-ce qui se passe? Et c'était mon médecin traitant déjà depuis au moins 7-8 ans. Mhm. Et il me dit, qu'est-ce qui se passe? Et pareil, j'ai explosé en pleurs. Donc il m'a posé des questions. J'ai le souvenir qu'il regarde son écran. Et je pense qu'il a en fait, voilà, il a fait un état des lieux de tous les rendez-vous qu'on avait eus depuis plusieurs mois. Et que là, il s'est dit, oh là, d'accord, en fait, tous les rendez-vous, il venait à chaque fois pour quelque chose de différent.
les problèmes d'oreilles, les problèmes de cervicales, les problèmes gastriques, etc., etc. Et très rapidement, il m'a dit, donc c'était il y a 10 ans, hein, il m'a dit, tu as un burn-out, donc tu vas être arrêté déjà 15 jours. La priorité, c'est de trouver le sommeil, donc il m'a mis sous anxiolytique. Et puis après, il s'est passé certaines choses. Mais lui, il a très vite, j'ai eu la chance d'avoir un généraliste qui savait ce que c'était. Oui, Parce surtout que il y a 10 surtout ans. il y a 10 ans, il n'y avait pas beaucoup d'informations là-dessus. Il n'était pas formé, mais je pense qu'il avait déjà eu des patients qui étaient passés par là. Donc après, il m'a dirigé vers des spécialistes. Est-ce que tu as vécu, du coup, à ce moment-là, quelles sont les ressources qui t'ont permis de surmonter ça? Au départ, c'est très simple, hein, c'est les médicaments, Ouais. donc, qui m'ont aidé à dormir. Je ne les ai pas pris très longtemps. Ça, c'était la bonne nouvelle. Mais de toute façon, c'était pas compliqué, hein. Alors, c'était le 7 juin 2016. Tu te rappelles de la date en général, hein. Euh, il faisait très beau. Je me rappelle être à la maison. En gros, je faisais lit, canapé, canapé, lit. C'est un peu ça. Je n'étais pas capable de faire grand-chose. J'allais chercher ma fille chez la nounou, je l'amenais chez nous, c'est tout ce que je faisais. Et ça, c'est un vrai message. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui voient leur conjoint ou leur conjointe malade comme ça et qui les incitent à faire des choses, mais on est épuisé, hein. Le burn-out, c'est un épuisement. Alors, il y a plusieurs catégories, mais c'est un épuisement physique, émotionnel et mental. Donc, on est de toute façon fatigué. Donc, d'où le besoin de se reposer. Et puis, au fur et à mesure, ma femme essaie de me pousser un petit peu. J'ai commencé à sortir un petit peu de la maison. J'ai marché 5 minutes, 10 minutes. Parce qu'on habite en bord de forêt, donc c'est plutôt sympa. Euh, j'ai souvenir d'avoir la radio dehors, d'écouter au mois de juillet le Tour de France. Décaper mes volets. Alors ma femme était très contente, hein. Mais sauf qu'évidemment, je décapais 5 minutes. Tu vois, je faisais une demi-heure de ça et puis j'allais m'allonger une demi-heure, etc. Donc ça a été tout un processus. Euh, et comme j'avais toujours ces problèmes de pression dans l'oreille, mon ORL de l'époque m'a conseillé d'aller voir une sophrologue. Mhm. Parce que les sophrologues agissent beaucoup aussi alors évidemment sur la respiration, sur tout ce qui est visualisation, mais ils ont un vrai rôle aussi sur ces problèmes d'audition, acouphènes, etc., parce que les acouphènes sont arrivés assez rapidement aussi. Donc, je me rappelle très bien, alors, t'imagines bien, moi, pareil, il y a 10 ans, sophrologue, Mm. je n'en avais jamais entendu parler, donc je me rappelle, j'avais été sur Internet pour en chercher un. Aux surprises, il y en avait partout, déjà à l'époque. Et mon ERL m'avait donné un conseil, il m'avait dit, tu l'appelles. Comme la sophrologie, en fait, je schématise, hein, c'est beaucoup de méditation en fait, guidée, c'est-à-dire que la personne va te Il y parler, a un protocole il et... y a un vrai protocole. Si la voix de la personne au téléphone te convient, c'est probablement la bonne personne. Donc je lui ai parlé, effectivement, a priori ça a accroché. Je me rappelle être allé à son cabinet. La première session, il y a quelqu'un qui parlait parce que je pleurais. Ça a été radical. Et elle a vraiment établi un vrai protocole. C'est-à-dire alors de mémoire, on a fait 15 séances. Alors, à mes frais, hein, parce que ça, surtout à l'époque, il y avait de toute façon, il n'y a aucun remboursement. C'est aussi un vrai message, hein, c'est que les gens qui sont dans ces maladies-là, s'ils n'ont pas les moyens d'avoir ce genre de thérapeute, ils ne peuvent pas. Et elle a établi un vrai protocole en fonction de la problématique, hein, en fonction du burn-out. Et à partir de là, chaque semaine, alors 1 ou 2 fois par semaine, j'y allais et on faisait certains types d'exercices, de respiration, de lâcher prise, de visualisation, hein, notamment pour se remémorer des moments où j'allais bien, pour Oui. justement, en cas de crise, me les remettre en tête, etc. Et très très vite, j'ai accroché. Alors le problème, c'est que je m'endormais très très vite pendant les séances, par contre, parce que j'étais de toute façon fatigué. Et même maintenant, je continue à en faire. Et de toute façon, je me mets en position de respiration. Et ce qui est génial, c'est qu'elle enregistrait les sessions, donc je les écoute toujours. Et elle commence à parler, de toute façon, je commence à bâiller et pleurer. Mhm. Je pleure parce que je bâille, mais c'est quasiment immédiat. Mais voilà, il y avait ce côté lâcher prise, et ça m'a fait un bien énorme. Tu as mis combien de temps à pouvoir, toi, te remettre de tout ça et revenir au travail après ça? Alors, encore une fois, on se rappelle, ça fait 10 ans. Mm. Donc, je pense que si c'était aujourd'hui, ça ne serait pas passé comme ça. Euh, Moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'être arrêté que 3 mois, ce qui aujourd'hui est une aberration.
hein. On n'arrête pas quelqu'un qui en burn-out 3 mois, ça n'existe pas. On a des chiffres, alors en France, on n'a pas de chiffres parce que c'est toujours pas considéré comme une maladie, hein. C'est un syndrome, l'épuisement professionnel, etc., etc. On a des chiffres qui viennent de la Belgique aujourd'hui, parce que là-bas, c'est plus ou moins considéré comme une maladie professionnelle. La moyenne d'arrêt, c'est 14,6 mois. On voit qu'aujourd'hui, d'ailleurs, la longueur des arrêts, c'est vraiment, ouais, ça s'étend de ouais, plus en plus. malheureusement, c'est de plus en plus long. Donc moi, je suis resté que 3 mois. Je suis revenu, alors j'étais voir mon généraliste avant de reprendre, hein. Il m'a dit comment tu te sens, je lui ai dit écoute, ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller. Il m'a dit écoute, effectivement moi on a discuté, tu vois, ça avait l'air d'aller pas mal. Et puis il m'a dit écoute, tu y retournes et puis on voit. Et j'y suis retourné en septembre, alors j'étais pas fier au départ, hein. J'étais pas, je vais pas dire que j'étais non plus à 100%. Et première chose que j'ai fait, j'ai appelé mon manager, donc on a fait encore une fois en visio. Donc, quand c'est pas ta langue maternelle et que tu dois parler de ce qui s'est passé, c'est pas, même si je parle couramment anglais, c'est pas un problème, mais il y a toutes ces émotions, etc., à faire transparaître, hein. Et il savait pas pourquoi j'avais été arrêté, parce que de toute façon, il m'avait demandé à l'époque si je voulais qu'il prenne des nouvelles, et je lui ai dit surtout pas, hein, puisque c'était surtout pas, il fallait surtout pas. Et je lui ai expliqué ce qui m'est arrivé. Il s'est excusé. Hein, il a dit effectivement, maintenant que tu me le dis, tu m'avais prévenu. Je t'ai pas écouté, j'ai peut-être pas fait les choses correctement avec toi, etc., etc., etc. Et il a fait quelque chose que j'ai trouvé assez extraordinaire, c'est qu'il m'a inclus dans la solution en fait. C'est-à-dire qu'il m'a dit, je connais pas le burn-out, d'accord. Maintenant, je suppose que même après 3 mois d'arrêt, tu es peut-être pas encore à 100% de tes capacités, notamment cognitives. Si tu es d'accord, et seulement si tu es d'accord, on va tomber d'accord sur certaines tâches que je vais t'enlever dans ta job description. Et le jour où ça commence à aller mieux, eh bien, tu les réintégreras finalement. Et je lui dis oui, ok, ça marche. Et on est tombé d'accord effectivement sur ce que je n'allais plus faire pendant les semaines et les mois à venir. Et je pense que ça a été salvateur parce que s'il m'avait dit d'ores et déjà, à partir de maintenant, donc bienvenue, et tu ne fais plus ça, 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 L'approche a été complètement différente. je pense que j'aurais pu rappeler mon médecin très rapidement quand même. Donc voilà, j'y suis allé tout doucement. Je crois que mon deuxième appel, ma deuxième réunion, c'était avec mon équipe de l'époque. Alors, pas équipe proche, mais équipe élargie. Où en fait, j'ai fait finalement ma première session de sensibilisation sur le sujet. Alors, ils étaient tous abasourdis parce qu'ils ne savaient pas ce qui m'est arrivé. En plus, c'était pas des gens en France, donc c'est pas des gens que je côtoyais. Il y a toujours ce sentiment de culpabilité, de honte quand on fait un burn-out. Parce que dans l'inconscient collectif, et ça c'est un vrai message aussi, on pense que les gens qui font des burn-out sont des gens faibles. Oui. D'accord. C'est une belle erreur. Pour faire très simple, hein, les gens qui font des burn-out, c'est des gens qui sont forts, surinvestis, surengagés, qui disent oui à tout, qui sont toujours là pour aider les autres, qui sont probablement un petit peu perfectionnistes, et puis après, il peut y avoir encore d'autres facteurs, etc. Donc, voilà, on a forcément cette image, ah, il a fait un burn-out, il est faible, donc on a un petit peu honte. On se sent coupable parce que finalement, pendant les 3 mois, les gens de mon équipe, ils ont repris tes tâches. Voilà, mes tâches. Donc, il a bien fallu qu'ils fassent des choses qui, en plus de leur travail à eux, donc potentiellement mettre leur santé à risque, entre guillemets, hein. Mais ça a été super bien accueilli. Ils m'ont vraiment bien accueilli. Alors, ils m'ont bien accueilli en tant que personne au niveau de l'humain. Et ils m'ont remercié parce qu'ils disent, écoute, on ne savait pas. C'est pas à toi de t'excuser. Nous, on n'a pas vu non plus. Hein, on n'a pas vu les signes, hein. Mais c'est normal puisqu'ils ne les connaissaient pas. Et voilà, et puis après, j'ai repris un petit peu le cours, quelques tâches au quotidien, mais bon, j'étais fatigué de toute façon. Tu parlais justement de ta première sensibilisation. Depuis ce que tu as vécu et le recul que tu as pu aussi en prendre, l'analyse que tu as pu en faire, tu as mis en place plein de choses pour pouvoir justement sensibiliser au burn-out, sensibiliser à la santé mentale au sein de Microsoft et en dehors de Microsoft. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors, première sensibilisation avec mon équipe. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à chercher à comprendre ce que c'était, hein. Parce que, encore une fois, moi, j'ai eu un généraliste qui était pas mal. J'ai une sophrologue, mais à l'époque, je n'avais pas de psychiatre, je n'avais pas de psy.
ce qui aurait probablement été utile à l'époque. Donc je me suis renseigné avec le peu de ressources qu'il y avait en 2016. Il y avait un peu plus de ressources aux États-Unis, donc j'ai commencé à... Voilà, c'était une époque où j'arrivais à aller sur les réseaux, etc. Parce qu'il y a eu un temps, notamment après mon burn-out, où j'étais plus capable d'aller sur Internet de toute façon. C'était pas possible, j'étais pas capable de lire. Il y avait quand même quelque chose qui a pour moi été très important, c'est ce fameux TED Talk, je parlais de TED tout à l'heure, de Brené Brown, Bien hein, sûr, sur un des les plus ouais. célèbres sur la vulnérabilité, et qui explique, alors de façon très schématique, que être vulnérable, c'est pas une faiblesse, au contraire, c'est une force. Et puis finalement, c'est pas idiot, hein, à partir du moment où tu as cette capacité à dire que tu vas pas bien et que tu as besoin d'aide, c'est plutôt courageux. Encore une fois, on l'a dit, hein, il y a ce côté honte et culpabilité, donc c'est quand même assez fort. Et puis quand j'ai compris ça, j'ai commencé à chercher. Et j'ai découvert des ressources. J'ai découvert par exemple, par le biais d'une amie de l'entreprise qui s'appelle Myriam, j'ai rencontré Catherine Testa, Oui, hein, de l'optimisme.com, qui à l'époque avait créé le club des Chief Happiness Officers. Alors c'était la grande époque, elle a changé de nom après. Euh, et en fait, c'était des rencontres. Tous les 15 jours, on se rencontrait avec des gens de toutes les industries, des gens qui travaillaient sur le bien-être au travail, des psychologues, enfin, voilà, plein de types de personnes. Et voilà, on parlait de nos problématiques, on parlait de solutions, etc., etc. Et je me rappelle très bien, un jour, on avait un atelier, en fait, plus ou moins où on avait un sujet, puis on devait parler pendant 5 minutes du sujet. Et moi, je l'ai fait justement, sur la santé mentale, burn-out, en disant, voilà, en fait, je voudrais créer quelque chose au niveau de l'entreprise, voilà, je voudrais continuer à sensibiliser. Et je fais mon petit truc. Et puis les gens disent, ouais, c'est chouette, tu as des connaissances, etc., etc. Et puis Catherine me dit, écoute, si tu veux, je te donne une tribune, hein, sur l'optimisme.com. Et on a fait le premier article ensemble, enfin c'est moi qui l'ai écrit, mais c'est elle qui l'a publié, sur le burn-out des hommes, oui. hein, parce que c'est encore un autre sujet. Les femmes sont clairement plus en burn-out que les hommes, mais les hommes n'en parlent pas du tout, en général. Et donc, on a essayé de déstigmatiser. Ça a fait quand même, ça a bien fonctionné. Ça veut dire que les gens ont été intéressés. Plus tard, j'ai fait la même chose sur LinkedIn. Alors là, c'était une autre étape, hein, parce que tu De rendre public de rendre public dans un milieu enfin, sur un sur un réseau réseau professionnel, professionnel. hein, quand même. Et puis est arrivé, je crois que c'est Noël 2017 ou Noël 2018, je suis plus trop sûr. Et puis je me suis dit, tiens, je voudrais encore aller au-delà. Et je l'ai envoyé à mon PDG de l'époque. Et PDG de Microsoft, du coup, France. France, ouais, que je connaissais pas plus que ça, hein. Et il me connaissait pas plus que ça. Et je lui ai envoyé en disant, voilà, c'est mon témoignage. C'est juste un témoignage, point. Et je l'ai envoyé comme ça en message privé sur LinkedIn. Il m'a répondu 10 minutes après, en me disant, écoute, bravo, merci, il faut qu'on se rencontre. Et on s'est rencontrés. J'avais aussi à l'époque quelqu'un des RH avec qui je travaillais sur la QVCT qui était adorable, qui s'appelle Vincent. Il y avait d'autres personnes, il y avait Thomas, il y avait vraiment Carole aussi. Mais voilà, Vincent m'a dit, écoute, tu vas rencontrer donc le PDG, on va préparer un petit peu l'entretien. Et puis je suis arrivé voilà, face à ce monsieur que je connaissais pas du tout, donc forcément un petit peu intimidant au départ. Et déjà, quand j'ai envoyé le post, enfin, mon article, j'étais pas très fier, hein. Je l'envoie pas. Et puis à un moment donné, je me dis, qu'est-ce que je risque? Pas Oui. grand-chose, hein. Parce qu'il y avait pas de côté vindicatif. Je demandais rien. Je te dis, voilà, je témoigne, point. Et puis on a parlé. Et je me suis retrouvé avec quelqu'un de très humain qui a cherché à comprendre, qui avait décortiqué mon article, vraiment, hein, parce qu'il y avait des questions bien, bien précises. Et comme on m'avait un petit peu briefé, à la fin, il me dit, bon, et maintenant, on fait quoi? Et donc, avec ce collègue Vincent, on a monté en fait une session, une conférence dans notre belle amphi sur le burn-out. Donc ça doit dater, ouais, de 2017-2018, avec le PDG, avec la Primella, la médecin la médecin Du travail. du travail de l'époque, de la CMS. Et c'était la première fois que je faisais ça. Et depuis, j'en ai fait des dizaines et des dizaines. Alors, au départ en solo, en français, en anglais, en espagnol, dans toutes les langues, j'en fais régulièrement. Là, sur les 4-5 dernières années, j'ai dû sensibiliser 3-4 000 personnes dans la boîte. Et on me laisse faire parce que je le fais de manière bienveillante, plus informationnelle. Il n'y a pas de...
du sucre sur personne, tu vois. Il n'y a Mhm. pas de côté moralisateur non plus, hein. Je donne des pistes, j'aide, etc. Et puis, au fur et à mesure des années, il y a mon ami Marc, aussi de l'entreprise, qui lui, alors, il a fait 2 burn-out. Le dernier, je l'ai accompagné en fait juste avant en pleine pandémie, juste avant la pandémie. Il est revenu après, juste en mars 2020. Et voilà, je l'ai accompagné de façon très humble, hein, parce que je suis pas thérapeute, mais je l'ai guidé un petit peu. Il a été voir la même sophrologue d'ailleurs, mais lui, il est resté 1 an en arrêt de travail. Et quand il est revenu d'arrêt de travail, en fait, on s'est très vite rendu compte que les gens sur les réseaux nous contactaient, parce que lui aussi avait écrit un superbe article, avec notre copine Fabienne Brocaré aussi, qui à l'époque Mhm. avait My Happy Job, qui maintenant a fait des choses merveilleuses à côté. Et les gens nous contactaient. Comment vous avez fait? Comment vous en êtes sorti? Est-ce que vous avez des idées? Combien de temps ça va durer? Enfin, plein de choses comme ça. Et très vite, on s'est senti dépourvu parce qu'on n'avait aucune formation. C'était aussi chronophage, hein, on faisait ça après notre heure Oui. après le boulot. Et puis à un moment donné, on s'est trouvé devant des personnes, c'était des cas très très sévères. euh, et notre sophrologue nous a repris, enfin, à cadrer les choses. Elle a dit, bon, vous arrêtez. Elle nous a dit, les garçons, vous arrêtez vos bêtises. Vous êtes des éponges émotionnelles. Marc, en plus, il sortait du burn-out. Oui. Donc, elle dit, arrêtez vos bêtises. Et mars 2020, on a décidé de créer. Alors, on était en vacances. En famille, on va en Suisse, on va skier en Suisse. Et je me rappelle très bien parce que on était dans une superbe piscine, d'un super spa là-bas, et, avec les Alpes en face de, l'imagine, eau chaude, les Alpes, il neige, voilà. Et on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on voulait vraiment faire quelque chose de positif. Pour aider. Voilà, on voulait créer en fait ce qu'on n'avait pas eu. Parce Mhm. qu'encore une fois, 2016, même lui, 2019, il n'y avait pas beaucoup de ressources. Personne n'en parlait sur LinkedIn ou très peu. Il y avait pas beaucoup, il y avait quelques personnes qui en parlaient, mais c'était pas non plus la panacée. Et on s'est dit, on va créer un podcast. Mhm. Pourquoi un podcast? Parce que d'une part, on va se retrouver derrière un micro. En plus, c'était en pleine pandémie, donc on l'a jamais fait face à face, on l'a fait par un média interposé, en visio. Et voilà, on se retranche derrière le micro et on laisse passer les gens. Nous, on va juste voilà, leur donner la parole. Très vite, on s'est dit on allait donner la parole à des personnes qui étaient sorties du burn-out. Oui. Ça, c'était important pour redonner de l'espoir, parler de leur vécu, leur témoignage à ces personnes-là. Et on a fait un premier podcast. Alors, le premier c'était pas terrible, hein. On était vraiment débutants. Alors, d'une part, on n'était pas très bon en tant qu'intervieweur, et puis notre méthode n'était pas très bonne. Donc, après, on s'est professionnalisé, entre guillemets. Là, on en est à une quarantaine de podcasts. Alors, c'est pas énorme par rapport à d'autres podcasts, sauf que nous, on fait ça sur notre temps libre. Donc, c'est quand même, c'est du travail. Après, on a créé un site, hein, donc le site du Club des Burn-Outés des Bienveilleurs. C'est comme ça qu'on s'est appelé très rapidement. On a créé une page LinkedIn aussi, Mhm. où on communique beaucoup. Alors, on communique à travers des articles qu'on écrit, des articles qu'on récolte, qu'on glane sur le net, hein, qui nous parlent. Et puis, encore une fois, on a même créé un blog où il y a des gens qui n'ont pas forcément l'envie ou le courage ou l'appétence de parler et qui le font à l'écrit. Et des fois, c'est très très beau d'ailleurs. On a eu des témoignages de personnes qui ont fait des burn-out. Alors là, on n'a pas parlé de neurodiversité, mais qui sont sur la neurodiversité, qui ont témoigné par écrit des témoignages. Je pense à Christelle, par exemple, Anne-Christelle, qui a écrit quelque chose de très très beau sur son vécu de personnes sur le spectre autistique et Mhm. qui a fait plusieurs burn-out. Et voilà, et au fur et à mesure, c'est des rencontres. Tu vois, Noël dernier, on a fait un calendrier de l'Avent qui n'a rien d'original en soi, mais chaque jour, on republiait un podcast. On est parti en fait des plus anciens ou plus récents. Euh, D'une part parce que notre communauté a grandi. Aujourd'hui, sur LinkedIn, on a presque 10 000 abonnés. Tu vois, pour nous, on n'est rien, hein. On est juste des personnes qui parlent de notre expérience. Au départ, c'est ça. Et finalement, on s'est rendu compte de quoi? Que chaque épisode, c'était une rencontre. Mhm. Alors, pas forcément dans le monde physique. On n'a pas vu la majeure partie des personnes. Mais on a rencontré des personnes extraordinaires. Alors, des personnes qui sont passées par le burn-out, des personnes qui ont combiné parfois le cancer, le burn-out, mais aussi des psychologues, hein, des médecins, Des des, experts qui ont des aussi experts. apporté. Voilà. On a aussi, tu vois, été chercher par exemple le docteur Jean-Pierre Houp, qui est un cardiologue.
bon, qui est sophrologue et clown. Enfin, c'est un personnage assez incroyable. Voilà, pour comprendre aussi l'impact du stress chronique, hein, de l'hyperstress sur le cœur, par exemple. Et puis, on a fait des rencontres magnifiques. Et voilà, chaque épisode est une rencontre. Euh, Chaque épisode, c'est une histoire de burn-out. Ça, c'est bien, c'est vraiment important. On est tous différents, donc chaque histoire va être différente, hein. Oui, il va y avoir des signaux faibles qui vont être similaires. Oui, peut-être que la personne a des problèmes de sommeil, mais il y a forcément des différences. Mais c'est vraiment des histoires en fait qui vont parler ensuite. Et on sait très bien que, parce qu'on accompagne aussi des personnes. Alors, de façon non officielle, quand je dis on accompagne, on les écoute, hein. On est en plus, nous, on a une formation de premier secours de santé mentale qui nous donne cet outillage en Oui, fait pour écouter les gens et les guider. C'est vers tout ce les qu'on bons fait. C'est professionnels. exactement, voilà. Nous, on n'est pas thérapeute. Un secouriste de premier secours de santé mentale, c'est ce qu'il fait. Il écoute, il est alerté par certains mots, etc. Et puis ensuite, il oriente. Et parfois, il y a des personnes qui viennent nous voir et disent, voilà, je vais pas bien, il se passe ceci, cela dans ma vie, etc. Et on est capable de leur dire, écoute tel épisode, parce que je pense que cet épisode-là va te parler. Va raisonner. Ouais. Ouais. Et en général, ça marche. Et voilà. Et on a eu la chance d'être interviewé. Alors, merci encore une fois. On a eu la chance de passer, il y a 3-4 ans maintenant, sur un très, très beau documentaire sur France 3, Mhm. qui s'appelait Le Burnout et les voies de la guérison, qui était assez génial parce qu'en plus, ils avaient été interviewés des pontes sur le sujet au Québec, qui est un pays au niveau de la santé mentale qui est assez incroyable. Et puis, chez Mieux, par exemple, la chaîne Mieux, hein, de M. Simès avec ma copine Virginie Delalande. Voilà, le tout, c'est de parler de la cause. Nous, Oui. on est juste des personnes qui parlent d'une cause. Et c'est une vraie aventure une vraie aventure d'amitié avec Marc. Et on a créé quelque chose concrètement qu'on aurait aimé être utilisé à l'époque où on est tombé. Que vous auriez aimé avoir à l'époque où ça vous est arrivé. Christophe, merci pour tous ces partages. Tu nous as ramené aussi un objet qui est symbolique pour toi. Alors, c'est pas symbolique pour moi, c'est symbolique pour l'association, parce que maintenant, on est une asso, Oui. hein, depuis quelques mois. C'est effectivement, avec Marc, donc l'association du Club des Burn-Out et des Bienveilleurs, on a eu, je sais pas, on a été nominé, je crois qu'on dit comme ça, par l'Association nationale des membres de l'Ordre du Mérite. Donc, on a gagné le trophée des aidants. Alors, on n'est pas les seuls, hein, bien entendu. C'était il y a quelques mois, à la mairie du 6e à Paris. Et c'était vraiment pour symboliser tout ce qu'on faisait. En fait, on fait de la péridance. Nous, on ne connaissait pas la terminologie il y a quelques temps, hein, il y a quelques années. On fait de la péridance. On est là pour aider d'autres personnes qui passent par quoi on est passé. Et c'est un beau symbole. J'ai un autre symbole que j'aurais pu te ramener, mais que j'ai pas pu. C'est un joli cadre. C'est une œuvre d'art, en fait. C'est un phénix. Moi, j'ai la chance de rencontrer une personne extraordinaire qui s'appelle Patricia Ferré, qui est passée, elle, par le cancer, qui a créé une association qui s'appelle Envie de résilience, sur la résilience professionnelle, et qui organise régulièrement, enfin tous les 2-3 ans, le prix de la résilience professionnelle. Et j'ai eu le bonheur de gagner ce prix je crois en 2021, dans la catégorie rebond, hein, pour évidemment la façon dont j'étais ressorti, tout ça, et ce que j'en avais fait, tout seul, mais évidemment avec Marc, parce que, encore une fois, c'est l'association, on est tous les deux. Pour nous, c'est vraiment devenu une mission. Et j'ai ce beau phénix, en fait, qui est au-dessus de mon bureau. Maintenant, j'ai la petite Malée à côté. À côté, d'ailleurs, j'ai aussi une autre œuvre d'art qui est la maman de Marc, qui est une artiste peintre magnifique. Euh, et euh, la symbolique, et je ne l'ai pas fait exprès, c'est que le tableau que j'ai acheté, en fait, c'est une reproduction. Elle l'a intitulé Renaissance. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Marc, il a le grand tableau, le magnifique tableau de sa maman, en fait. Mais voilà, c'est 10 années, en fait, effectivement, de renaissance, de résilience, et puis voilà, de partage avec les autres et de rencontres, parce qu'on a fait des rencontres. Il y a encore quelques jours, on était à Cap-Breton pour aller rencontrer des personnes Jennifer notamment, qui a un super podcast qui s'appelle La Relève, avec un autre ton, avec une autre façon de parler du burn-out, mais qui est merveilleux. Et on rencontre des gens au quotidien qui sont incroyables sur ces thématiques-là. Et ça fait partie de la reconstruction, hein, Absolument. ces rencontres. Donc, Ouais. Christophe, merci infiniment pour ce que tu as partagé. C'est inspirant, c'est puissant. Je suis ravie de t'avoir accueilli aujourd'hui Merci à toi. au sein de l'émission.
Merci à vous qui nous avez suivis. On se retrouve dans un prochain Cap ou pas Cap avec un nouvel invité.